On la connaissait depuis des siècles pour son vin et depuis les années 90 aussi pour sa bière. C'est en 1996 que la première brasserie s'établit en Corse. 30 ans plus tard, ils sont plus d'une quinzaine. La filière revendique près de 1000 emplois, de la terre au comptoir. D'un côté, Pietre, une ligne calibrée pour 200 000 hectolitres par an. De l'autre, des cuves de quelques centaines. 2 modèles sur la même île, les deux marque Corse sur l'étiquette. Alors comment démarquer le produit local, ultra local, voire autonome ? Depuis peu, les brasseurs insulaires s'organisent, blé, houblon, orge et malt, tout doit se faire sur place. On parle de plus en plus de labels, voire d'IGP. En 3 décennies, la filière s'est installée, elle veut maintenant produire sa propre matière. Mais comment et à quel prix ? Quelle eau ? Quelles céréales ? Quel circuit de distribution ? On a invité aujourd'hui le président de la Fédération des brasseurs corses, Charles-Antoine Cesari. Bonjour. Bonjour Jean. Comment ça va ? On est bien, hein ? On est pas mal là. Hein. On va commencer très simplement avant de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, tu penses bien, on va parler de bière. Qu'est-ce qui fait une bière principalement ? De manière très simple, pour la définition de la bière, il faut de l'eau pour 90%. Après, il y a de l'orge, des houblons et de la levure. Derrière toi, on voit des cuves. Tu es brasseur donc aussi. Quand tu ouvres un sac de malt, parce que le malt fait partie justement de ces éléments essentiels à la bière, il vient d'où ce malt ? Alors, le malt aujourd'hui vient du continent principalement. La problématique que l'on a, en fait, si tu veux, il faut déjà commencer par comprendre ce que c'est que le malt pour pouvoir aller plus loin. Donc en fait, on dit qu'il faut de l'orge, du houblon. En fait, il ne faut pas de l'orge, il faut du malt d'orge. Parce que si on prend de l'orge tel qu'il est naturellement, on ne peut pas l'utiliser tel quel pour être fermenté. Et c'est pour ça qu'il y a l'opération de brassage. L'opération de brassage, elle consiste à transformer l'amidon qui est dans le grain d'orge en sucre. Exactement, en sucre, fermentescible, non fermentescible, en fonction de si tu vas avoir une bière plutôt sèche, acide, ou si tu vas avoir une bière plutôt sucrée, tu vois. Et pour ça, en fait, on utilise un moyen qui est naturel. En fait, dans le grain d'orge, il y a des enzymes qui sont naturellement présentes, mais elles sont de base inactives. Au moment où on récolte les grains, elles sont inactives, et pour pouvoir les activer, c'est comme pour la nature, il faut passer par le printemps. Au printemps, les enzymes s'activent. Qu'est-ce qui se passe ? On transforme l'amidon. La graine, naturellement, va transformer l'amidon en sucre, qui va être sa force, qui va lui permettre de créer les premières racines, les premières feuilles. Et puis après, le soleil, le sol, l'eau va permettre à la graine de se transformer en plante et puis refaire des grains derrière. En fait, nous, on va utiliser ça. Pour le brassage, on va utiliser ces enzymes. Parce que l'enzyme, naturellement, elle transforme l'amidon en sucre. Donc, ce que fait une usine de maltage, une malterie, elle simule le printemps. Elle envoie de l'eau, elle envoie de la chaleur. La graine se dit, tiens, c'est le printemps. L'enzyme, qui est une espèce de robot qui ne réfléchit pas, savoir si elle est dans la terre ou ailleurs, elle dit, c'est le printemps, je m'active, et ça y est, il faut que je commence à découper l'amidon pour faire du sucre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une malterie. Et en Corse, on n'a pas de malterie. On va y arriver, c'est la fin. Mais donc voilà, ton malt aujourd'hui, toi, il vient d'où ? Moi, il vient du Tarn. Voilà, mais après, il y en a un peu partout. Les plus gros les prennent en Belgique, en Allemagne. Mais c'est des pays avec une tradition brassicole bien connue, quoi. Disons exactement là où il y a les plus grosses usines de bière, de brassage. Évidemment, à côté, ils vont avoir des très grosses malteries. Et donc si je comprends bien, une malterie, c'est quoi ? C'est une gigantesque serre où il y a du malt toute l'année Alors non, si tu veux, il y a des agriculteurs qui vont leur amener des grains, ce qu'on appelle les grains crus, les grains qui viennent de récolter, et ça passe dans cette malterie. La malterie, c'est juste un endroit où, si tu veux, les grains vont être rincés et avec de la chaleur, et donc ça va simuler le printemps. À partir du moment où il y a les premières racines qui commencent à pousser, ils envoient un gros coup de chaud pour bloquer, évidemment, pour pas que tout l'amidon se transforme en sucre. Et donc, on a ce grain qui est malté. Donc après, il y a différents types de maltage. On va avoir du malt caramel, des maltes café, chocolat, etc. Ce qui vont donner justement ces goûts
à la bière. Mais des goûts, il y a plein de goûts dans la bière. Il y a des goûts qui sont liés aux levures, il y a des goûts qui sont liés au malt, et il y a des goûts qui sont liés au houblon. Justement, et ton houblon, toi, il vient d'où? Eh ben moi, mon houblon, il vient d'un petit peu partout dans le monde. Parce que pour le coup, il y a des très très beaux houblons qui viennent notamment d'Amérique. Après, on en a des très beaux en France aussi. Mais il y en a qu'on ne peut pas, tu vois, c'est un petit peu comme des marques, c'est déposé. On ne peut pas les retrouver partout. C'est pas comme des cépages. C'est pas exactement comme des cépages, exactement, c'est ça. En fait, on peut pas, je peux pas dire, tiens, mais celui-là, je veux le récupérer, l'américain, je vais en prendre. Il faut attendre un certain nombre d'années. Comme pour des recettes, on a parlé il n'y a pas très longtemps du coca. Voilà, ben, c'est un peu pareil. C'est protégé jusqu'à, je sais plus, pendant 30 ou 50 ans. Et puis une fois que c'est tombé dans le domaine public, là, on peut réemployer et cultiver. Pourquoi? Parce que le houblon, il y a des hybridations qui se font très facilement et donc chacun fait la sienne par rapport à ses besoins et ses recettes. Exactement. Tu as vu comme j'ai travaillé? Exactement. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Toi, une bouteille de Philitosa, donc ta marque, elle te revient à combien et à combien tu la vends? Et surtout, combien de ce prix est attribué à la matière première? Alors, c'est là où c'est un petit peu compliqué parce que si on parle de moi je parle en litres, hein, parce que c'est plus simple à comprendre. On va dire que je fais entre 8 000 et 10 000 litres. Donc je fais partie des plus petits brasseurs de l'île. Quand tu parlais de Pietra, donc tu parlais en hectolitres, c'est exactement ça. Mais voilà, entre 15 et 20 millions de litres. Donc on n'est pas dans le même format et on n'est pas dans le même coût de revient. Évidemment, parce que plus tu achètes, moins ça revient cher. Les économies d'échelle, quoi. Les économies d'échelle. Moi, ce que je peux te dire, c'est que particulièrement, ce qui coûte le plus cher, c'est même pas les matières premières, c'est les bouteilles en elles-mêmes. Bouteilles, étiquetage. Après, il y a l'étiquetage, il y a le capsulage. Et si tu veux, c'est le temps passé et la bouteille. La matière première, bien sûr, ça a un coût, mais qui est relativement faible, si tu veux. Grosso modo, sur une bouteille, dans 50 centimes, quelque chose comme ça, tu vois. Et en pourcentage sur toi, sur une bouteille que demain un consommateur va payer, je sais pas, dans le commerce, c'est quoi, c'est 2,50 une bouteille de Philitosa? Ça dépend si c'est un professionnel mais on va dire le client final, il va la payer entre 5 et 8 euros les 33 centilitres. Et quand c'est en pression, ça revient moins cher parce que justement en pression, il n'y a pas d'étiquetage, il y a beaucoup moins. Là, en gros, si tu veux, moi, pour faire de la pression, donc je les mets en fût, et en fût, je peux le faire seul. Oui, c'est ça. Et 500 litres, je les fais en 2 heures, j'ai terminé. Alors que bouteille, ça me prend la journée, et il faut être 2 ou 3. Parce que justement, tu n'as pas la possibilité de produire à l'échelle et d'automatiser. Voilà, exactement. Et donc en pourcentage à peu près, il faut dire sur les bouteilles, ça va être à peu près 50-50, tu vois, entre les bouteilles, étiquettes, capsules et la matière première. Après, si tu veux, ça va dépendre des matières premières parce que si on regarde que l'orge, ça va pas coûter très cher. Tu vois, moi je suis en bio, donc ça coûte forcément plus cher, mais tu es à 1,50 € à peu près le kilo. Donc c'est relativement pas cher. Maintenant, les houblons, il y en a certains qui m'ont coûté entre 50 et 100 € le kilo en bio. Et en bio, pour le coup, tu vois, sur le houblon, tu n'es pas à 10-20% de plus, c'est quasiment x2. Tu vois, c'est vraiment très très cher. Et il y a d'ailleurs, tu vois, je fais une petite parenthèse sur le bio, parce qu'on en discutait avec un autre ami qui fait du bio, on s'aperçoit que d'un point de vue général, on ne parle même pas que de la bière, mais on s'aperçoit que le client final, comme nous, hein, quand on va aller jeter quelque chose dans une entreprise, dans un Spar, un Leclerc, etc., dans une grande surface, eh bien, en fait, tu vas regarder si c'est bio plutôt sur de la matière non transformée. Donc, tu vas acheter des carottes, des salades, tu vas regarder est-ce que c'est bio, d'où ça vient, etc. Maintenant, si je te dis la bière, le vin, tu vois, tout ce qui est transformé, tu regardes beaucoup moins l'étiquette, savoir est-ce que ça a été fait en France, est-ce que c'est bio. Je sais pas, j'ai pas vu les dernières études, mais j'imagine que tu as raison. On donne plus d'importance, à mon avis, aux produits pas transformés. C'est ça. Donc après, c'est plutôt les valeurs du producteur, on va dire.
Et du coup, les brasseurs de Lille, quand il y a des céréales sur place, est-ce qu'ils les envoient sur le continent justement pour le maltage, puis les font revenir? Est-ce que ce double trajet, il a un coût pour les brasseurs? Alors écoute, moi ça m'est pas encore arrivé, mais je sais que Pietre notamment a fait l'exercice de cultiver en Corse, d'envoyer en malterie sur le continent et de faire revenir en Corse. Bon alors, on va dire évidemment, d'un point de vue carbone, on n'est pas au top. Mais c'est comme les clémentines. C'est comme les clémentines. Voilà, c'est ça. C'est un peu compliqué. Alors on va dire, on n'est pas au top, mais il faut savoir quand même que les bateaux, souvent, ils viennent pleins et ils repartent à vide. Donc de toute manière, le camion doit repartir pour aller se remplir sur le continent. Donc on va dire qu'il n'y a que la moitié qui est vraiment perdue, du parcours en tout cas. Tu vois. Après, évidemment, ça serait quand même mieux de pouvoir directement utiliser nos grains sur place. Parce qu'on a eu une étude, alors on va au-delà de la bière, mais l'autonomie alimentaire de l'île, elle est à moins de 5%. Que bon, la bière fait partie de l'alimentaire, comme le vin. Mais tu vois, en prenant même en compte le vin, qui fait quand même beaucoup d'hectolitres aussi, on est à moins de 5%. Donc, tu vois, on parle beaucoup d'autonomie aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il faut revenir aussi à la base. Heureusement, on a beaucoup de champs qui nous permettent de pouvoir être en autonomie, on va dire, presque en autarcie. Excellente transition. L'orge brassicole demande des hectares de plaine. En Corse, ces hectares portent déjà, justement, tu le disais, de la vigne, des clémentines et même des bêtes. Est-ce que c'est prévu justement de planter ou est-ce qu'il y a des surfaces qui ne sont pas encore exploitées que vous pourriez prendre, vous? Pour l'orge, tu veux dire? Alors, pour l'orge, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à tout ce que l'on produit comme bière aujourd'hui. Même avec les 15 brasseurs de Lille, on n'a aucun problème en termes de superficie. Les agriculteurs déjà présents sur l'île, avec ce qu'ils ont en termes de parcelles, peuvent répondre aux besoins. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. La problématique, elle est autre. C'est plus sur la création de la malterie, avec une malterie qui doit répondre à un format insulaire, à un format qui est beaucoup plus artisanal. Et ça, on en trouve beaucoup moins ailleurs, même sur le continent, parce que, évidemment, la plupart du temps, quand demain tu dois créer une malterie, bah, tu vas te mettre quelque part où tu as des très 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 gros brasseurs pour essayer de la faire tourner vraiment à plein régime. Là, le problème, c'est que même à plein régime, comme ça doit répondre simplement, on va dire, au côté insulaire, ou peut-être aller chercher en Sardaigne, mais tu vois, rester vraiment très proche, il n'y a plus d'intérêt à aller chercher du marché, à aller chercher des brasseurs sur le continent. Donc pour le coup, on est vraiment obligé de chercher un format insulaire. Et c'est là où c'est un peu plus technique, et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler en ce moment. Je te dis ça parce que, alors peut-être que j'ai mal calculé, mais l'île cultive 1104 hectares de céréales en 2024, toutes espèces confondues, dont 355 hectares d'orge fourragère. Pietre a produit à elle seule 135 000 hectolitres, allez, on va dire 135 000, c'est le chiffre de l'année dernière qui a été publié par l'usine Nouvelle. Rien que pour cette brasserie, il faudrait environ 700 hectares d'orge brassicole, soit le double de toute la solde d'orge insulaire. Est-ce que c'est possible? Oui, parce que 700 hectares, c'est quand même pas grand-chose. Et il faut savoir que c'est comme pour l'électricité, pour les voitures. Tu vois, Pietre ne changera jamais du jour au lendemain l'ensemble de sa production pour passer directement en Corse. Parce que déjà, c'est compliqué quand tu as des contrats en cours et que je ne vais pas parler à leur place. Hein. Non, bien sûr. Mais évidemment, on parlait d'économie d'échelle. Tu as une malterie qui fait que quelques tonnes, parce qu'on va rester dans le quelques tonnes par an, et tu regardes les milliers et milliers de tonnes qu'il y a sur le continent. Forcément, on n'est pas du tout dans le même schéma. Donc là, la question, c'est plutôt de se dire comment on y arrive petit à petit et avancer. Donc si tu veux, là, l'objectif, c'est pas de dire on va répondre à l'ensemble des brasseurs, c'est déjà de dire est-ce que Pietra participe, parce qu'évidemment, s'il ne participe pas, c'est quand même problématique. Mais bon, ils participent, ils sont ravis, évidemment, parce qu'ils ont des valeurs qui sont vraiment en accord avec les nôtres. Évidemment, aller vers une bière 100% corse, si ça n'intéresse pas Pietre, c'est quand même dommage. Donc, ouais, ils répondent déjà à ça. Et si tu veux, là, l'objectif, c'est plutôt de se dire quel type d'orge on va faire. Et en fait, c'est dans l'idée, on est en train de se dire on va
pas faire du malt standard qu'on va trouver très facilement sur le continent. On va plutôt s'amuser à faire des orges spéciaux. Les spéciaux, c'est ceux qui vont avoir des goûts de caramel, des goûts de café, qui vont donner des couleurs à la bière, qui vont nous permettre de faire des bières colorées, donc aller plus vers le noir, l'ambré, etc. De la lager à la stout. Alors, exactement. Même si United Colors of Beers. C'est exactement ça. Ouais. Mais la lager, souvent, les piles, ça sont très, 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 très clairs. Après, il y a autre chose qui est là sur lequel tu mets le doigt, c'est la levure. Parce que si on veut du 100% corse, on pourra parler de ça aussi. Mais tu parles de lager. Lager, ça veut dire fermentation basse. Et ale, on est en fermentation haute. Donc, on peut dire une blanche ou une bière très claire. Et puis une brune, comme stout, tout à fait. Il me semble que la malterie est prévue à Linguitset en plaine orientale. Juillet 2026, donc là, l'arrêté sécheresse de Haute-Corse nomme les céréales et leur interdit l'irrigation du dimanche 7h au lundi 7h. Votre orge y boit à quelle heure ? Alors, nous, la particularité que l'on a, c'est qu'on peut utiliser l'orge, on peut le faire en avant-saison. Il y a des orges d'hiver. Donc, si tu veux, on n'a pas forcément la problématique de la sécheresse. Nous, je vais te dire même mieux, on réfléchit pour être cohérent avec les cultures qui sont déjà en cours. Donc, évidemment, on va pouvoir utiliser l'orge en hiver, le récolter en début d'année. Mais même tout à l'heure, on pourra en reparler sur le houblon, où on parle parce que tu parles de Linguice, donc évidemment, on est sur la côte est, la côte où il y a le plus d'espace, ensoleillement, et puis surtout, c'est plat. C'est là où l'agriculture est la plus facile à réaliser, surtout pour les grandes cultures. Et si tu veux, il y a beaucoup de clémentiniers là-bas. Les clémentines, c'est l'hiver. Le houblon, c'est l'été. Donc, tu vois, on se dit, et pourquoi pas mettre en place une culture de houblon en parallèle des cultures de clémentiniers. C'est-à-dire que demain, une personne qui a des clémentiniers pourrait se dire, si je veux travailler toute l'année, je vais faire du houblon à côté. J'ai ma petite idée avec quoi on pourrait coupler la culture du houblon aussi. Un parent immédiat du houblon, je crois que c'est le cannabis, tout simplement. Exactement. Voilà, donc, ça a déjà été couplé. Oui, voilà. Ouais. Donc peut-être des économies d'échelle s'il y a des plantations de CBD qui veulent arriver. Je ne sais pas, moi. Tant qu'on reste dans la légalité, pourquoi pas. Oui. Après, là où c'est marrant, c'est que le houblon... alors, on part sur le houblon. On va y revenir. Non, on va rester un peu sur la malterie, justement. Ouais. Donc, si je ne me trompe pas, la malterie de la fédération est annoncée pour Linguitset. C'est une annonce qui a été faite l'année dernière pour dans 2 à 3 ans. D'un autre côté, Ribé annonce de son côté une malterie éco-conçue avec l'ADEME. L'île porte combien de malteries ? Ribé, un peu comme Pietre, a voulu mettre en place une malterie depuis des années. Ça fait plusieurs années qu'ils essayent de mettre ça en place. Et on est tombé dans la problématique que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, le coût de revient, à la différence de beaucoup de choses, dans le cas précis d'une malterie, comme on est sur de l'automatisation, en fait, c'est pas du tout intéressant de le faire pour toi. Il faut le faire pour les autres, pour le commun. Et c'est pour ça qu'il n'y en a aucun des projets individuels, que ce soit Ribé ou Pietre, qui n'a abouti. Et c'est pour ça qu'on est encore en train de travailler, nous, sur le projet commun, insulaire, et peut-être même doublement insulaire si on cherche la Sardaigne. Ichnos, je crois que c'est un gros tirage aussi, mine de rien. Ils sortent pas mal d'hectolitres. Mais Ils sont plus nombreux que nous déjà. Ouais. Oui, c'est vrai en plus. Ce serait quoi, une malterie mutualisée à qui elle appartiendrait au final ? Alors, nous aujourd'hui, on est une association 1901, donc c'est l'association qui porte le projet. Maintenant, dans l'objectif, ce qu'on vise aujourd'hui, après c'est pas abouti, mais nous on voudrait créer une SIC, donc une société coopérative d'intérêt commun, donc dans laquelle on pourrait mettre des brasseurs, les agriculteurs, peut-être même des financeurs. On est déjà aidé beaucoup par l'ADEME, qui nous épaule et qui nous permet de pouvoir avancer aussi, parce qu'on est quand même
que des entrepreneurs, donc on n'arrête jamais. Donc avoir des personnes qui nous aident à avancer et nous à être plutôt décisionnaires sur savoir comment on va avancer, c'est vraiment hyper important. Ensuite, on a également la Banque des Territoires aussi. La BPI aussi. Non, la Banque des Territoires. Ah, ok. La banque des Territoires, donc c'est la banque de la Caisse des dépôts. D'accord. Voilà, qui a cette casquette aussi parce qu'elle aide beaucoup sur de nombreux besoins territoriaux, comme une banque, mais vraiment liés au territoire. Ok. Donc, pour revenir au reste des céréales, là j'ai vu très récemment qu'à Patrimoine, la Concador, il y a un groupement de vignerons qui a semé 14 variétés de blés anciens sur des friches de la commune. Pour un brasseur, ça ouvre quoi? Je crois que c'est 15 hectares de cultiver pour le blé. Il me semble. Hein. Peut-être. En tout cas, je sais que là, pour le coup, c'est Ribé, là, avec Pierre-François Maestrach. Ils sont plusieurs. Au moins, alors lui, je sais qu'il fait partie des porteurs de projet parce que ça fait un moment qu'il est dessus aussi. Et il voulait faire du pain à l'ancienne. Donc, en utilisant des anciennes variétés. Et c'est ça qui est en train de développer. Et je sais qu'il y a déjà du pain qui est en cours, en tout cas, qui peut être mangé à Patrimoine. Et pour le brasseur que tu es, toi, qu'est-ce que ça représente Moi, je trouve ça intéressant de me dire qu'on peut finalement aller rechercher des anciennes cultures pour pouvoir faire, pourquoi pas, des bières à l'ancienne, avec des cultures anciennes. Il me semble même qu'ils ont ramené une variété de blé qui datait déjà de la Mésopotamie. Donc là, tu serais vraiment sur un produit le plus proche, peut-être même, de comment il a été pensé au tout départ. Complètement. Mais au-delà de l'argument de vente, pour toi, qu'est-ce que ça représente déjà gustativement, en termes de production? Moi, je trouve ça incroyable, si tu veux. C'est quelque chose c'est un aboutissement. Pour moi, c'est un aboutissement. Pour faire du pain, c'est top. Je trouve que franchement, c'est même dommage qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. Donc, c'est magnifique d'y arriver et de lancer ce projet aujourd'hui. Après, pour de la bière, réellement, on a des problématiques qui sont... Il faut faire les choses un pas après l'autre, si tu veux. Si on arrive demain à mettre en place directement de l'orge à l'ancienne, du blé à l'ancienne, parfait. Mais là déjà qu'on ait une malterie qui se mette à fonctionner, tu vois, au fur et à mesure. Après, si on arrive sur de l'ancien, c'est top parce que ça va permettre aussi de participer à notre demande de label IGP, tu vois. Donc là-dessus, oui, c'est hyper intéressant. Pour le cahier des charges à venir. Ouais. Oui, parce que quand tu es IGP, il faut quand même montrer que tu as un patrimoine local. Et c'est ce patrimoine que tu mets en avant. Tu fais pas une bière avec des variétés que tu trouves n'importe où ailleurs. Avec tout ce qui coûte le moins cher pour le faire. Et après, tu dis, bon, voilà, le tampon, c'est ça, quoi. Exactement. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est vraiment aussi ça. Tu vois, ça, je te dis, c'est vraiment un aboutissement. Il y a un intérêt économique, hein, tu as le tampon après IGP, mais bon, c'est vrai que philosophiquement, c'est pas la même chose. Alors, tu m'as dit, c'est pour le houblon justement qu'il y a des variétés qui sont, entre guillemets, des marques déposées, c'est ça, si j'ai bien compris. Est-ce qu'un blé ancien porte souvent un nom déposé et des semences vendues sous contrat? Qui possède les variétés qui ont été semées là? Est-ce que tu le sais à peu près? Alors non, je veux pas te dire de bêtises, je ne sais pas exactement parce que je ne m'en suis pas occupé. Parce que inconsciemment, quand tu dis blé ancien, il me semble qu'il y a quand même un lien avec la Sardaigne, encore une fois. Parce que de toute manière, depuis toujours, bon là tu vois, on est sur le site préhistorique de Philitose, la préhistoire, on est en plein dedans. Il faut quand même se dire, et on le sait, nous on l'a vu à travers les fouilles et à travers tout ce qui a été retrouvé ici, il y a un lien fraternel, au-delà du drapeau, entre les Sardes et les Corses. Et même la langue, hein. On est vraiment très très proches. À un moment donné même, les deux ne faisaient qu'un. C'est-à-dire que la Méditerranée... corso-sarde. Oui. Ah oui, d'accord, encore plus avant, oui. Ah ouais, la Méditerranée était descendue en niveau et comme je crois qu'il y a 50 mètres de profondeur, tu vois, entre la Corse et la Sardaigne. Et c'est que 13 km à marcher. Pour revenir sur la bière, une bière industrielle, ça passe par, tu l'expliquais très bien tout à l'heure en plus, passe par des enzymes ajoutées, des extraits de houblon, de la filtration, de la pasteurisation. Sur ta ligne, toi, vous coupez quoi dans tout ce processus? Alors moi, je le fais pour le coup de manière ultra artisanale. Donc, il n'y a pas de pasteurisation, il n'y a pas de filtration. Quand on parle de filtration, c'est la filtration des levures. Je filtre, mais c'est une filtration qui est purement mécanique et
et même gravitaire. Donc, c'est une auto-filtration, si tu veux. J'ai pas de vrai filtre, quoi, tu vois, qui filtre la bière. Alors, ça donne des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que j'ai une bière qui reste vivante, que je peux garder pendant des années, par rapport à une bière qui est inerte, qui a été pasteurisée. Qui a été stérilisée. Pasteurisée. Et pour le coup, l'avantage de la pasteurisation de la bière, c'est qu'elle va être beaucoup plus stable. Elle est vivante, donc elle a son caractère qui continue. Et tu peux en avoir certaines. Ouais, c'est vrai que certaines des bières qui sont vivantes vont continuer à fermenter, parfois refermentent en bouteille, parce qu'il peut y avoir une petite levure indigène qui est restée dans le coin et qui se met à fermenter. Et au bout de quelques mois, années, se met à fermenter des sucres que l'autre la levure principale n'a pas fermenté. Et donc, tu te retrouves avec de la mousse, quoi. Je te dis ça parce que les bières dites sans gluten reposent sur une enzyme ajoutée au brassage, le prolyl endoprotéase, bien sûr, que tout le monde connaît. Le procédé le plus critiqué reste donc un procédé de brasseur. La ligne entre le trafiqué et le savoir-faire, toi, tu la traces où ? C'est une très bonne question. Bravo, ça j'adore ces questions non préparées, c'est incroyable. Pour être honnête, tu vois, là, rien que pour les levures, je vais te donner un exemple. Tu vois, si je veux faire de la bière, la levure existe déjà naturellement dans les grains. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs que demain, tu laisses des grains, tu les casses, tu mets un peu d'eau, etc. Ça va fermenter. Il va y avoir une forme de fermentation qui va se faire. Si ça fermente, ça veut dire qu'il y a des levures qui sont naturellement présentes à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça que tu as certains vins, certaines bières qui sont fermentées, mais qui sont fermentées avec des levures sauvages, donc les levures qui existent déjà. Celles qu'on trouve naturellement sur la dans céréale ou les bières d'abbaye parfois. Mais alors, ou je ne sais pas si toi dans ta famille, moi j'ai une grand-mère par exemple qui s'est amusée, alors maintenant elle ne le fait plus parce qu'elle est trop âgée, mais quand elle était plus jeune, elle récoltait des groseilles et elle faisait du vin de groseille. Alors c'était pour la famille, on avait un petit peu de vin pétillant, de vin un peu nature, tu vois, qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle les récoltait, elle pressait, elle les mettait dans une dame Jeanne. Et puis ça fermentait naturellement. Comme les vins de noix, comme... oui, voilà. Exactement. Mais en fait, là, tu rajoutes pas de levure. Tu laisses les levures qui sont naturellement présentes à l'intérieur. Seule petite problématique, tu dois attendre à peu près 6 mois pour boire ton vin de groseille. Donc, tu demandes à Pietre ou tu demandes à d'autres brasseurs d'attendre 6 mois pour chacune des bières. Déjà, tu as 6 mois de perdu. Après, en vrai. Et après, c'est au niveau du stockage que c'est compliqué. C'est un peu comme le whisky, tu sais. Le premier qui commence dit il faut du 5 ans d'âge minimum. Donc pendant 5 ans, tu sais que. Au revoir. T'es cuit. Pendant 5 ans. Non, mais très bonne transition parce que justement, on n'a pas parlé des levures. Les levures, moi, si je comprends bien, il y a 3 types de levures haute, basse et sauvage. Oui, qui peut être d'ailleurs basse ou haute. Et puis il y en a qui font les deux. Hein. Donc haute, basse. Est-ce que tu peux nous expliquer à peu près Bien sûr. Sauvage, donc c'est celle qui est présente dans une pièce ou qui peut être présente dans les grains, donc les bières, les levures, on va dire même naturelles. Après, la plupart des brasseurs vont acheter des levures de laboratoire. Et ces levures de laboratoire, pour le coup, elles sont élevées en laboratoire, comme il y en a qui vont élever le poisson ou les poules ou ce que tu veux. Fait de l'élevage de levure. C'est vraiment comme des animaux, tu vois. Et donc après, tu as les fermentations basses et les fermentations hautes. Ça dépend simplement des températures de fermentation. C'est-à-dire que chaque levure va avoir une température de fermentation optimale. Et celles qui sont à fermentation basse vont être vers les, on va dire, 12-14 degrés. Et il y en a qui sont encore plus basses, donc ce qui est plutôt intéressant pour les pays du Nord. Et pour nous en Corse, les fermentations hautes, c'est quand même un petit peu mieux. C'est haut, mais ça reste 20 degrés. Après, tu as certaines qui continuent de fermenter à 36-40 degrés. La seule chose, c'est que les levures créent des goûts. On parlait tout à l'heure des goûts de la bière. Donc, il y a les maltes qui donnent des goûts, de caramel, de chocolat, de café. La levure, elle, va aussi donner un goût. Et tu reconnais tout de suite une bière qui est une lager, donc une fermentation basse,
et une ale, qui est une fermentation haute, au goût. Les ales vont avoir beaucoup plus de goût. Elles peuvent déjà avoir des goûts un peu de fruits tropicaux parfois, parfois banane, mais faut faire attention parce que c'est aussi des faux goûts. Oui. Soit les Comme températures pour le vin, choisies. quand il y a un goût de banane, vous savez que ça a fermenté beaucoup trop vite. Voilà, il y a eu des petits problèmes avec la levure, mais en fait c'est naturel, c'est simplement que ça a créé un faux goût parce que tu l'as mal, t'étais pas à une température optimale. Et au-delà de ça, il me semble que, peut-être que tu me corriges, hein, mais les basses prennent prennent plus de temps et les hautes fermentent plus vite. Alors écoute, pas forcément. Ok. Mais c'est vrai que ça peut être le cas. En fait, je vais te dire les choses de manière assez simple. En général, les fermentations durent 15 jours. Ok. Voilà. Donc après, c'est entre 10 et 20 jours Mhm. en fonction des levures. Et si tu te mets à leur température maximale ou optimale. Mhm. Mais tu vois, là, moi, j'utilise par exemple une lager. Mhm. Ben, Donc fermentation haute. Non, lager, c'est Ah fermentation oui, non, basse, justement. fermentation basse, pardon. Ouais. Et tu parlais de la ale, c'est pour ça. Ale en fermentation haute. Donc la lager, normalement, tu es vers les 12-14 degrés. Et ben pour le coup, elle, si je veux, je peux la mettre à 20 degrés. Elle va fermenter beaucoup plus vite. Mais comme des ales que je vais mettre à 35 degrés. Ce qui n'est pas forcément parfait pour les goûts, mais elle va fermenter à une vitesse folle et elle va être très explosive. Et au niveau du goût, tu le retrouves. Tiens, d'ailleurs, en parlant de goût, tout à l'heure, je te disais, les ales ont beaucoup plus de goût. Tu le retrouves beaucoup plus en bouche. Pour les lagers, tu as un goût qui est beaucoup plus proche de l'eau. Je sais pas si tu vois, c'est très hydratant. Tu sens que. J'adore la pils, moi, tu Voilà, sais, vraiment. donc les pils, voilà, c'est ça. Donc tu as l'impression d'être Quel sur quelque chose de plaisir. très aqueux. Ouais, Au ouais, niveau ouais. du goût, elle donne pas beaucoup de goût, la lager, tu vois. Elle va donc laisser la place au malt et au houblon. Et elle va un peu s'effacer. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des bières qui sont souvent très hydratantes. En tout cas, Bien fraîche après une journée chaude comme aujourd'hui là. exactement. Mais c'est des bières qui petite digression, mais il me semble que les pils particulièrement et les lagers pendant très longtemps elles ont été un peu mises de côté parce qu'on disait que c'était des bières de soif, c'était pas quelque chose de très raffiné. C'est pour ça qu'il y a eu toute la hype autour de l'IPA, des ale et autres. Peut-être que je me trompe, mais C'est vrai. voilà. C'est vrai, il n'y a pas mille mots. Là où je vais rebondir simplement, c'est vrai que la mode de l'IPA est encore bien présente. Peut-être un petit peu moins sur le côté amertume. Moi, je m'aperçois que très souvent, alors ça m'arrive, hein, il y a des gens qui disent moi j'adore l'amertume, mais la plupart du temps, les gens, est-ce que c'est amer? Ah, c'est trop amer, moi je ne vais pas aimer. Par contre, on peut faire des IPL. Donc IPA, IPA, c'est India Pale Ale. Par rapport à la légende sur l'Inde, etc. La conservation de la bière par le houblon. Mais on peut faire l'IPL, donc c'est une India Pale Lager. Tu fais exactement le même process, sauf que tu utilises une levure de lager, une levure basse fermentation. Donc après, c'est une question d'amusement, c'est ça qu'on adore. Enfin, moi, j'adore ça dans la bière parce que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux et créer non-stop des nouveautés, quoi, tu vois. Sur la demande d'IGP, on en est où? À la demande d'IGP, on en est au point 0. Parce qu'il n'y a pas du tout d'intérêt de faire une demande d'IGP tant qu'on n'utilise pas encore de matière première locale. La matière première principale locale, c'est l'eau. Donc ça, il n'y a pas de question. Mais il faut quand même aller un petit peu au-delà. On a parlé des maltes qui devraient s'installer à côté de l'atelier écorce fruits et légumes parce que comme ça, on voudrait mutualiser. On est vraiment dans une logique de mutualisation. Tu vois, on réfléchit déjà sur les consignations de verre, sur le recyclage du verre, parce qu'il y a des grosses problématiques en Corse là-dessus. Mais toujours pareil, des problématiques qui sont liées à notre insularité et au transport même interne, tu vois. Par contre, donc, pour aller sur un autre point, c'est le houblon. On s'aperçoit qu'en Corse, il y a beaucoup de houblon sauvage. Tu vois ? Donc, le houblon sauvage, pour le coup, on ne peut pas dire qu'on le fait venir d'ailleurs. Il pousse naturellement près des rivières, des fleuves. Moi, j'en ai récupéré l'année dernière. Je t'amènerai d'ailleurs si tu veux. C'est trop marrant parce que tu le vois pousser. Il y a un arbre mort. Tu les vois pousser comme ça sur les arbres morts. Tu sais que c'est des plantes qui montent jusqu'à 8 mètres de haut. Donc, quand tu veux le coupler avec du cannabis pour faire du CBD, déjà avec l'odeur, on n'est pas très très loin quand c'est pas mixé. Mais en plus, il faut quand même se dire... Bon, tu vas peut-être le voir, tu vois, 8 mètres de haut, ça fait quelques étages.
Mais si c'est du CBD, on s'en fout que ça soit vu. C'est Ah ben, légal. ça c'est sûr. Puis si t'aimes l'odeur, en plus, tu peux t'en planter un bel hectare, parce que là, c'est tous les 30 centimètres. Alors tu peux y aller. Il faut juste faire gaffe à un truc, le sanglier. Oui. Parce que le sanglier aussi raffole des pieds de houblon. houblon. Ah oui. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on a quand même du houblon en Corse, naturellement présent. La seule chose, c'est qu'il faut l'étudier, les recenser et surtout savoir qu'est-ce qu'ils apportent, qu'est-ce qu'ils pourraient apporter à la bière. Parce que le houblon, tu sais à quoi ça sert de base dans la bière. Tu sais, on en avait parlé, c'est le côté amer et le côté aromatique. Donc tu as des houblons qui font les deux, mais la plupart du temps, tu vas acheter un houblon parce qu'il a une capacité à rendre la bière très amère. Bon, tu peux en mettre moins, donc ça te fait des économies, ou tu peux en mettre davantage, et là, ça te fait beaucoup d'amertume. Et puis après, tu en as certains, et c'est ceux-là qu'on va chercher très loin parfois, parfois même en Nouvelle-Zélande, hein, des houblons qui sont des houblons aromatiques avec des arômes assez incroyables où tu vas retrouver notamment des goûts de citra. Tu vois, le citra, c'est les citrus, c'est ce que j'utilise moi un des houblons que j'utilise en tout cas dans mon IPA. C'est un citra, et le citra, ça donne la citrus et c'est des goûts d'agrumes. Mais vraiment, tu as l'impression qu'il y a des agrumes sans pouvoir les citer, mais tu sais que c'est ça le goût, quoi. Ouais. Je te dis ça parce que de la même manière que pour le vin, il y a eu justement le laboratoire de recherche sur les vieux cépages qui les réhabilite en fonction des besoins. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des travaux sur le houblon? Est-ce qu'on connaît les profils qu'ils amènent sur les houblons endémiques? Eh ben non, tu vois, c'est trop cool, hein. Ça veut dire qu'il reste tout à faire. Ouais. C'est trop bien. Ouais, c'est ça que j'adore. Donc là, pour le coup, on essaie d'avancer sur ce projet-là en parallèle. Plutôt alors, cette fois-ci avec la Chambre de l'agriculture, parce que là c'est une culture qui est au point zéro, donc non seulement il faut faire des études sur le type de houblon qui existe en Corse, mais en plus il faut pouvoir développer cette culture, intéresser de futurs ou déjà des agriculteurs qui sont présents. Je te parlais de la culture de clémentine tout à l'heure, et je te disais les clémentines c'est trop cool parce que eux la récolte se fait entre novembre et mars, on va dire, pour aller un peu plus loin, alors que le houblon commence à monter en avril et la récolte se fait fin août, septembre, tu vois. Donc on est vraiment en parallèle. Mais ce développement de culture, il est vraiment incroyable. La seule chose, c'est qu'en effet, il faut déjà passer par un recensement, aller en chercher plusieurs types, et puis passer par des laboratoires pour savoir quelle est leur particularité. Et si il leur manque quelque chose, peut-être après travailler sur des hybridations pour essayer d'améliorer ou de booster notre houblon corse. Moi, personnellement, je préférais que ce soit notre houblon corse qui booste les autres, mais ça, on pourra le savoir qu'après. Exactement. On parlait d'IGP, vous avez envoyé un courrier à l'INAO? Alors, pas encore. Non, là, on veut vraiment finaliser la malterie. Développer au moins à minima, commencer la culture du houblon en Corse. Et à ce moment-là, je pense que à ce moment-là, on pourra envoyer déjà un premier courrier parce qu'on a quelque chose en place, tu vois. Là, c'est que du projet. Alors, envoyer un projet d'IGP en parlant déjà d'un projet, c'est peut-être un peu trop rapide. Excellente transition. Justement, une IGP exige une seule étape dans la zone. Brasser suffit. Le malt peut rester continental. La malterie sert à quoi en droit? Par rapport à l'IGP, elle servirait à quoi? Pour verrouiller le cahier des charges? Ah ben là, ça va au-delà de l'IGP. Là, on est vraiment sur nos propres valeurs. On a tout sur l'île pour pouvoir avoir une bière 100% corse. Alors, ça serait dommage de passer à côté, tu vois. On a des agriculteurs qui font du très bonne orge. L'orge, qui peut être fourragère aujourd'hui, utilisée pour les animaux, il peut être utilisé, ça peut être de l'orge brassicole. La seule différence, l'orge brassicole, il a une teneur en protéines qui est plus faible. Parce que nous, les protéines, le problème, c'est que si on a trop, ça fait mousser la bière. Ça crée un liant, et le liant lie les bulles entre elles, et ça te fait de la mousse. Et si tu en as trop, tu as trop de mousse, et puis évidemment... tu peux pas plus, très agréable. Tu peux ou alors tu es boire. La République tchèque et tu aimes les bières avec que de la mousse. 20 cm de mousse dans ta chope. Ah oui, mais Ouais. là-bas, ils achètent même des verres avec que de la mousse à l'intérieur. Hein.
Ah ouais, j'ai plus le Tu nom vois. en tête de comment ça s'appelle, mais c'est vraiment une façon de tirer la bière là-bas. Ouais. Ouais, c'est ça. À la différence des Anglais qui, eux, pour le coup, préfèrent avoir une bière Oui. sans mousse du tout, quoi. Et ils ont une manière de tirer la bière qui est vraiment pompée, où il n'y a pas de gaz pour qu'elle arrive vraiment sans. C'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Bravo. J'ai beaucoup révisé. Ou alors je suis malheureusement trop resté dans les bars. Faut voir la différence. Un peu des deux, peut-être. C'est pas grave. Je sais pas. C'est la mise en valeur de mes connaissances personnelles. Voilà. Tu vois. Bon, en tout cas, sur l'orge, si tu veux, Mm. là où c'est top, c'est qu'on s'aperçoit que si on utilise un orge brassicole, on peut utiliser ceux qui ont le bon gabarit, donc la bonne taille pour les brasseurs, et ceux qui sont sous-calibrés, eh ben, on peut les donner quand même aux animaux. Donc si tu veux, il n'y a pas de perte, on peut quand même l'utiliser, un orge brassicole, en mode fourrageur. Donc ça, c'est déjà un gros point positif. Tu vois, le but aussi, c'est de ne pas créer de pertes. On cherche la mutualisation, le commun, qu'il n'y ait pas de pertes pour ne pas créer non plus de risques, pour que ce soit pour les brasseurs ou pour, là, dans ce cas, les agriculteurs. Donc, tu vois, il y a cette recherche-là qui va aussi un petit peu au-delà, quoi. Une pinte de bière corse en août à Portivietti, le même verre en février à Bastia, le prix change, le client aussi change. Vous vendez à qui, vous, principalement? Alors, nous, la Fédé, si tu veux, on a créé la fédération pour avoir un outil de représentation des brasseurs et pouvoir développer nos projets et aussi représenter l'ensemble des bières, mais à travers, par exemple, des événements comme le festival des brasseurs que l'on fait en partenariat très fort avec l'Office du tourisme d'Ajaccio. Malte Attack. Malte Attack, oui, je t'y ai vu. Sur J'étais en cette planète. repérage. Et également au salon de l'agriculture. Hmm. Mais aujourd'hui, en tout cas, la fédération est représentée par les brasseurs, pour les brasseurs, mais c'est directement les brasseurs qui sont à l'intérieur. Donc, si tu veux, on n'utilise pas comme outil de vente. On l'utilise en indirect, mais c'est pas un distributeur. Donc, si tu veux, moi, je peux t'en parler pour ma bière, je peux parler J'allais peut-être dire, toi, pour tu d'autres dis- si je sais, mais je préfère parler pour Tu les disais miennes. que tu étais le plus petit, donc justement, ouais, toi, ton client type, c'est qui? Moi, je la vends principalement en épicerie et après dans certains bars. Mais en fait, si tu veux, pour les bars, ce qui est le plus intéressant pour eux, quand ils ont un peu de place, du moins, c'est d'avoir une tireuse. Hmm. Tu as une tireuse, tu rentabilises beaucoup plus la bière. Et pour le brasseur, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus puissant. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, tu n'as pas de bouteille à jeter, tu n'as pas d'étiquette à mettre et qui va être jetée, tu n'as pas de capsule à mettre qui va être aussi jetée. Donc il y a beaucoup de temps passé et du temps jeté, même si au niveau de la communication, par contre, une belle bouteille est toujours intéressante. Toujours plus agréable. 7 brasseurs dans la fédération et l'un d'eux pèse les 2 tiers du volume. Les décisions se prennent selon quelles règles? Oh, bah là-dessus, il y a aucune problématique. Parce que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est. Enfin, pour ça. Pas que pour ça, mais je peux te répondre en tout cas à travers cette partie-là. Quand on est en association, il n'y a pas de poids. Parce que le poids, c'est une personne, un brasseur, une voix. Et en SIC, donc la société coopérative, c'est exactement la même chose. Après, c'est pas trop dans ce. Si tu veux, c'est pas au niveau des voix et des décisions. C'est plus que ça va forcément influer. Comme je te le disais tout à l'heure, si tu veux faire une malterie, demain, Pietre n'y est pas, la malterie sera autrement. Après, Pietre n'a pas non plus d'intérêt à ne pas y être. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, ou alors c'est quelque chose de plutôt vertueux. Mais en tout cas, nous, on va être obligé quand même de prendre en compte parce qu'il y a certaines choses qui ne pourront pas se faire si il n'est pas dedans. Maintenant, au niveau des décisions globales sur le fonctionnement de l'entreprise, si c'est une société coopérative, le poids est le même, que ce soit un gros, un moyen, un petit, un minuscule, à partir du moment où il a payé ses frais d'adhésion ou à partir du moment où il est associé dans la société coopérative. De toute façon, jusqu'à maintenant, il y a la fédération, l'entité n'a pas été amenée à prendre une décision qui allait contre les intérêts de Pietra. Non, bien sûr que non. Voilà. Non, mais il n'y a pas d'intérêt. Si tu veux, on est en train de faire quelque chose qui est vertueux pour l'île. Donc aujourd'hui, Pietre est le porte-étendard de la bière corse à l'international. Donc tu vois, moi j'ai eu plein de fois quelqu'un qui vient
j'ai un stand estampillé Philitose de partout. Même sur ma casquette, il y a marqué Philitose. Et j'ai une personne qui peut être parfois un petit peu éméchée. Do you have Pietra? Est-ce que je peux avoir une Pietra, tu vois? Je dis, Pietra is not just beer. Tu vois, il y en a certains qui disent Pietra, c'est je suis en Corse, je veux de la bière, c'est une Pietra, tu vois. Et quand on va au salon de l'agriculture, il y en a beaucoup qui pensent qu'en Corse, parfois même, les autres brasseries sont des filiales de Pietra. Donc on est tous Pietra. Donc c'est vraiment le porte-étendard, si tu veux. Mais c'est magnifique. Je trouve que c'est quelque chose qui a été vraiment très bien réussi. Et c'est brassé en Corse. Donc je veux dire, chapeau. Après, moi je pense qu'à partir du moment où... C'est une 50aine de salariés, je crois, Pietre, de mémoire. Oui, ça reste... si tu en parles, si tu en parles demain avec Hugo Siadel qu'on embrasse, qui reprend progressivement l'affaire familiale, il va te dire qu'il fait partie des petits. Hein. C'est sûr que quand tu compares à l'Europe ou au monde, il n'est pas très gros. Mais quand on regarde sur l'île, là, c'est plus compliqué. Cette fameuse malterie, elle appelle de l'argent public, la collectivité de Corse, l'ODARC, des fonds européens. L'île paye un outil qui serait privé. Qu'est-ce qu'elle récupérerait ? Déjà, elle va récupérer un outil qui va aider à l'autonomie alimentaire en Corse. Parce que finalement, tu vois, si on parle du public, je pense qu'il y a de l'argent jeté et il y a de l'argent bien dépensé. Et l'argent qui permet de développer des outils pour le territoire, mais des vrais outils qui permettent de travailler et d'aller sur quelque chose de vertueux, ça c'est top. On va pas parler pendant très longtemps des mauvaises gestions d'argent politique ou public, même si je ne sais pas si je ferais mieux, mais disons qu'au moins j'essaie de travailler en bon père de famille. Disons que je pense qu'il y a un vrai intérêt commun, tu vois, on est sur une SIC, donc si c'est un intérêt commun, c'est public aussi, et on va avoir des aides, on l'espère en tout cas un maximum. C'est de l'argent bien dépensé, c'est vraiment, il y aura un retour sur investissement parce qu'il faut aussi savoir quelque chose. Au-delà de la malterie, on est sur un projet qui est un projet régional, donc qui permet de faire rayonner la bière au niveau européen, mondial. Demain, on va développer également la culture du houblon. Si on sort le houblon, le corsine, si le houblon se retrouve sur les marchés mondiaux parce qu'il a quelque chose de particulier et qu'il y a une personne en Nouvelle-Zélande qui va acheter le corsine, en fait, c'est un investissement comme tu investirais à l'ATC, tu vois. Finalement, tu investis dans le tourisme en investissant dans le houblon, par exemple, ou la malterie, parce que tu fais une bière 100% corse et forcément, tu as que des retombées qui peuvent être que positives. Et on sait que nous, on vit beaucoup du tourisme, donc si on rayonne, plus on rayonne et plus on rayonne. C'est un cercle qui est complètement vertueux. Exactement. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a des choses peut-être que tu n'aurais pas eu l'occasion d'évoquer, qui te tiendraient à cœur, un sujet en particulier, une subtilité qui nous aurait échappé dans toutes les histoires de la Fédé, dans le développement d'une IGP, dans l'essor de, au final, cette filière brassicole en Corse qui reste extrêmement jeune? C'est très jeune. Moi, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Travailler ensemble. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Je trouve qu'on ne travaille pas assez ensemble. On apprend, hein, les nouvelles générations apprennent ça, mais c'est vraiment peu. La plupart du temps, on connaît cette fibre corse, tu sais, le jaloux et l'envieux. Alors, celui qui en fait le moins, qui en vit le plus. Parfois, tu vois, on va très loin. Mais, ou le très bon conseiller, tu vois. Voilà, le conseiller de comptoir. Mais en tout cas, même si on met de côté tout ça et qu'on regarde que le positif, ce qui est important en vrai, c'est de pouvoir travailler tous ensemble. Qu'on puisse travailler ensemble. Puis vous êtes une quinzaine, quoi. C'est pas non plus... Oui, mais là, on n'est qu'une quinzaine. Mais là, je te parle de la bière, mais en fait, pas que la bière. Bien sûr. Des restaurants qui sont les uns à côté des autres. Bon, il y a un moment donné,
tout le monde travaille. Si, peut-être c'est la question du besoin et de l'offre. On dit que plus il y a de besoins et plus il faut d'offres. Mais en fait, plus il y a d'offres, et ben plus ça va créer de besoins aussi. Tu vois, c'est quelque chose qui est encore une fois vertueux. Donc, moi, j'incite et je suis content de voir que les nouvelles générations sont de plus en plus dans le travail en commun, que le côté associatif et le coopératif marche de plus en plus. C'est difficile parfois, évidemment, il faut savoir. C'est comme quand on s'associe ou quand on est en couple, c'est des relations. Donc, il faut savoir concilier avec l'autre, mais on va sur quelque chose qui est forcément toujours positif. Voilà. Donc, Tu sais, pour revenir à quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas évoqué, moi j'ai en tête, je ne vais pas citer de marque, hein, bien sûr, mais comme pour beaucoup d'autres produits alimentaires, dire que c'est corse, c'est un argument de vente et ça l'est pas forcément. Ah bon Non, mais c'est pas forcément corse alors qu'il y a marqué corse dessus. Ah, voilà. Est-ce que dans la volonté d'amener un label et peut-être une IGP, il y a chez vous le désir d'endiguer ça, des gens qui peut-être brasseraient la bière à Marseille ou autre part et qui après sur l'étiquette il y aurait une tête de mort et qui jouerait peut-être sur la confusion, voilà, sur le manque de clarté là-dessus. oui, ce qu'on appelle les bières d'étiquette. On voit beaucoup ça sur la charcuterie par exemple. Hein, oui, où, bien sûr. Il y a beaucoup de différents produits qui jouent le marketing corse. Après, moi, de manière très simple, on l'a endigué directement avec la fédération et les statuts de la fédération qui vont évidemment rester et perdurer à travers la société coopérative. Mais puis de toute manière, je veux dire, si tu fais du Malte Corse, ça ne va pas intéresser quelqu'un qui prend sa bière sur le continent et qui la vend en Corse. Donc là-dessus, il n'y a même pas la question. Mais en tout cas, pour la fédération, pour pouvoir être membre de la fédération, il faut brasser en Corse et il faut avoir l'outil de brassage et brasser de A à Z, pas faire la moitié. Pas faire juste la transfo ou la mise en bouteille. Pourrait aussi acheter du malt liquide et finaliser la bière chez soi. Nous, on veut vraiment avoir des brasseurs qui achètent les grains, qui les concassent, qui les brassent et qui font toutes les étapes de la brasserie pour arriver jusqu'à la bière, pour être en tout cas dans la fédération des bières corses. Donc demain, là où je fais la transition avec ce que tu me dis, c'est qu'on va faire un label avant l'IGP qui sera un label bière à gourse qui est utilisé par tout le monde, mais on va le créer et qui va pouvoir être estampillé que si tu as, je te dis bière à gourse ou un autre label, oui, mais tu on comprends a le compris. principe, qui pourra être utilisé, estampillé sur l'étiquette que si c'est brassé de A à Z en Corse. Voilà. Donc ça sera notre manière à nous, en tout cas, de nous démarquer par rapport aux autres. Parce qu'après, finalement, si tu veux acheter de la bière sur le continent et la revendre, que ce soit une bière avec une tête de maure dessus, bière d'étiquette ou pas, bon, ça c'est un choix. Mais nous, en tout cas, ce qu'on veut, c'est avoir un produit de qualité avec des valeurs qui sont les nôtres et qu'on essaie de faire perdurer avec le temps. Bah, c'est super. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Merci à toi, Jean.